Bonjour, bienvenue sur Drive-In, une émission de jeuxdegolf.tv. Je suis ici au golf de Saint-Cloud en présence du directeur Denis Fabre et président de l'association des directeurs de golf de France. Bonjour Monsieur Fabre. Bonjour Laurent. Merci de me recevoir ici sur la terrasse du clubhouse du golf de Saint-Cloud. Avec grand plaisir, avec un beau soleil parisien aujourd'hui. Exactement. Alors je crois que derrière vous, quel est le trou qui se trouve dans votre dos ? Juste derrière nous, on fait un par 4, c'est le trou numéro 15 du parcours jaune. Nous avons ici deux parcours de 18 trous, un parcours appelé vert qui a été dessiné par Harry Colt en 1913 et le parcours jaune qui a lui été dessiné par Harry Colt et son associé de l'époque Harrison en 1931. Et alors dans mon dos, je crois que c'est l'arrivée du 18. Tout à fait, l'arrivée du 18 du parcours jaune avec on domine une vue sur Paris et sur la Tour Eiffel. Donc ce qui nous permet de dire que nous sommes un golf parisien par excellence. Exactement. Alors j'ai envie pour démarrer cet entretien, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter l'ADGF, l'Association des directeurs de golf de France, notamment pour les golfeurs amateurs qui ne sont pas forcément au fait des associations et des systèmes qui existent dans notre sport? Bien sûr. Donc l'association des directeurs de golf de France date de 1981. Nous en sommes donc des héritiers. C'est une association qui a été créée à l'époque, il y avait encore peu de structures. C'était à l'initiative de Bernard Pascasio et de quelques directeurs de golf associatifs parisiens traditionnels qu'elle a été créée. Je pense à Jean-Pierre Desbrosses, à François Kerjean et à Patrice Galitzine. Et puis depuis 40 ans, les différents présidents qui se sont succédés à la tête de l'association des directeurs de golf n'ont fait qu'essayer de faire en sorte de défendre la profession et de faire en sorte également que cette association perdure. C'est l'une des 3 associations représentatives des personnes qui sont employées et qui travaillent dans les golfs, avec la PGA France qui représente les professionnels de golf, mais c'est également l'AGREF qui représente les professionnels de l'entretien des parcours de golf. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'échanges entre ces différentes associations, les pros de golf, les directeurs de golf, les gens qui travaillent dans la partie greenkeeping, c'est ça? Vous avez beaucoup d'échanges fréquents? Le plus souvent possible, même si nous voudrions en avoir un peu plus souvent, mais en tout état de cause, nous travaillons pour des causes à peu près similaires, celle du développement du golf, du développement de la pratique, et faire en sorte que nous soyons tous dans le même axe de développement et dans la même volonté de faire en sorte d'être demain plus professionnel, plus pertinent encore dans nos différentes professions. C'est extrêmement important, oui. Donc ça me permet d'introduire notre premier grand sujet de cette entrevue sur le développement du golf en France. Monsieur Fabre, quel est votre point de vue, votre analyse de la situation du golf en France à fin 2018? Nous sommes début 2019, l'année 2018 de Ryder Cup est passée. Comment vont les choses et comment les directeurs de golf perçoivent l'activité? D'une manière générale, quand j'ai pris la présidence de l'association des directeurs de golf de France en 2011, bien évidemment, mon avenir était pratiquement tout tracé. La France venait d'obtenir l'organisation de la Ryder Cup et j'évoquais déjà avec mes collègues le développement de la pratique, mais également le développement de nos chiffres d'affaires et le fait que le golf allait poursuivre son développement au niveau de notre pays. Fort est de constater que la difficulté reste entière après cette Ryder Cup et après le succès de cette Ryder Cup, mais nous avons des perspectives qui sont des perspectives malgré tout qui restent encourageantes dès lors que nous avons mis à profit un certain nombre d'aspects liés à notre pratique qui font que le golf continue et à attirer, à faire en sorte que nous ayons 2 axes également de développement qui sont importants pour nous, à la fois le développement de la pratique, et on en parlera sûrement tout à l'heure, mais également le développement du tourisme, parce que notre pays a des atouts qui sont importants, mais qui ne sont pas forcément encore mis assez en valeur. Aujourd'hui, la filière golf emploie combien de personnes d'ailleurs? Combien ça représente d'emplois? La filière golf, je crois que c'est 13 000 personnes, mais directement c'est 7 500 emplois au niveau des 710 ou 715 structures golfiques en France. Donc c'est un secteur qui est plutôt
a été plutôt en développement dans les années 80-90 et qui a tendance à trouver son rythme de croissance aujourd'hui. D'accord. La DGF, c'est 340 membres, c'est ça, 340 directeurs, tous directeurs de golf. 340 membres de la DGF, mais pas forcément tous directeurs de golf, parce qu'on peut avoir été directeur de golf et rester membre de l'association. Mais aujourd'hui, 82% de ces membres sont membres actifs, c'est-à-dire en situation de diriger une structure. Et parmi ces membres actifs, nous avons 9% de directrices et de directrices adjointes de golf. Le métier, est-ce que le métier, alors vous me permettez de rebondir, est-ce que le métier se féminise? Alors le métier se féminise à notre grande joie, parce que ça a été longtemps un métier à quasi 100% de masculin, mais en tout état de cause, nous avons une recrudescence de la gente féminine dans notre métier, et avec un vrai apport, une vraie plus-value en ce qui concerne leur expertise. Alors, je crois que vous avez quelques chiffres sur l'afflux de nouveaux golfeurs depuis la Ryder Cup. Ceci dit, je vais anticiper ma question qui est, est-ce qu'on peut finalement développer du golf en France après cette phase de Ryder Cup? Est-ce qu'on peut avoir un nouveau projet? Je pense qu'il faut être extrêmement imaginatif. Aujourd'hui, il faut beaucoup travailler sur la notion d'attractivité, dans les golfs, et là je parle de quelle que soit la structure de golf associatif, mais aussi golf commercial. Toujours est-il, c'est que on voit la façon dont les jeunes notamment pratiquent le sport, on voit qu'il faut être le plus réactif possible demain, de façon à être en adéquation avec leurs attentes. On voit le succès des sports plutôt à forte capacité de dépenses énergétiques. Je pense notamment à des sports comme l'urban foot ou le paddle ou encore le crossfit. On a l'impression qu'on veut s'amuser tout en se dépensant beaucoup. Et je crois que notre sport, il a beaucoup à travailler sur ces aspects-là, aspects de partage au sein des réseaux sociaux. Mais je n'oublie pas non plus que notre sport, il est très attractif pour une catégorie d'âge supérieur, et j'en veux pour preuve que c'est un sport où le senior peut marcher, peut avoir une vie beaucoup plus saine, et on a beaucoup d'études qui ont été faites dans ce sens. Donc je dirais que notre difficulté, elle est de rester attractif pour la catégorie des seniors et être beaucoup plus imaginatif pour la partie des plus jeunes. Oui, parce qu'en fait, vous confirmez le fait qu'il y a une tendance à nouveau au revieillissement un petit peu de la pyramide des âges dans le golf. C'est qu'on est repassé à 52 ans. On était descendu il y a quelques années sous la barre des 50. Donc le défi, c'est vraiment les jeunes. Le défi, ça reste les jeunes, mais le défi, ça reste aussi les jeunes familles. C'est-à-dire le moment où on doit partir faire ses études, mais également le moment où on construit sa vie familiale, et avec la difficulté qui sont liées à ce que vous connaissez du golf, à la fois l'apprentissage qui est extrêmement, ou qui peut être un peu plus compliqué, l'aspect chronophagie, et bien évidemment, aujourd'hui, on doit être beaucoup plus imaginatif de ce point de vue-là. Alors, ça me fait rebondir sur une question par rapport à vos propos sur notamment les familles. Est-ce que les golfs, qui ont souvent des territoires relativement importants, pourraient se transformer sur ce qu'on a pu connaître? D'ailleurs, à Paris, je crois qu'il y avait un country club qui existait il y a quelques années sur les Pyramides, je crois, dans le 78, où il y avait une notion de clubhouse multisport. Est-ce que ça pourrait être un moyen de se développer, d'avoir, je sais pas, alors peut-être pas à Saint-Cloud, une piscine, un terrain de tennis et puis d'autres activités pour amener des gens qui ne sont pas forcément dans le golf, mais à dire, ah bah tiens, il y a en plus du golf et je pourrais peut-être me mettre au golf. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît une idée réaliste? Enfin, personnellement, je suis assez attaché à la notion de golf en tant qu'activité. Maintenant, je suis extrêmement convaincu que la seule activité de golf ne suffit pas à être attractive, telle que je vous l'évoquais tout à l'heure. Moi, je suis extrêmement persuadé que l'expérience client, telle qu'on peut l'appeler ou la nommer, elle doit être multiple. Et pour ça, il faut que le succès soit réel. Ce succès, bien sûr, passe par la qualité du parcours et des infrastructures, mais aussi passe par la qualité de la restauration, passe aussi par la qualité des activités connexes et annexes que vous allez pouvoir proposer au sein de votre structure. Alors toujours sur ce premier volet, sur le développement du golf en France, il y a des golfs commerciaux, des golfs associatifs, il y a des golfs qui font partie de groupements. La fonction de directeur de golf est-elle la même selon ces différents profils de terrain? C'est une bonne question, je me suis souvent posé cette question, mais en fait,
Il y a beaucoup de similitudes, très honnêtement. Pour avoir dirigé pendant 8 ans le golf national, qui est un golf à vocation vraiment très commerciale, et ici depuis une vingtaine d'années, je dirais que le fait d'animer une PME reste toujours la même. Vous avez à la fois à gérer du personnel, vous avez à gérer un budget, vous avez à gérer des infrastructures, vous avez à gérer des équipes d'enseignants, vous avez à gérer l'entretien d'un parcours, vous avez à gérer une animation autour des compétitions. Et puis, quelle que soit la structure que vous avez soit affaire à des membres comme ici, soit affaire à des clients dans une structure commerciale, mais il y a beaucoup de similitudes. Et si je prends par exemple les directeurs de chaîne, ils doivent rendre des comptes à leur siège social, comme nous avons à rendre des comptes à notre comité directeur. Donc très honnêtement, on fait un métier assez similaire, et d'ailleurs, on voit beaucoup de nos collègues qui sont en capacité de pouvoir passer d'une structure vers une autre structure. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une tendance à faire de plus en plus d'administratif dans la fonction de directeur de golf et que ça peut éloigner du terrain, ou est-ce que ce que je dis n'est pas du tout réaliste? C'est un danger en effet, parce que en fait, notre difficulté, elle est liée à ce que nos journées sont extrêmement remplies, diversifiées aussi bien évidemment, mais il faut pouvoir veiller à cet équilibre, de façon à ce qu'on puisse à la fois garder contact avec le personnel, à la fois garder contact avec nos clients ou nos membres, tout en avançant sur les travaux administratifs, tout en essayant de mettre en place ce qui est très, j'allais dire, que l'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de communication, beaucoup d'aspects liés à la mise en place d'animations diverses et variées. Donc il faut être très attentif en effet, mais je pense que le succès d'une structure de golf, c'est faire en sorte que chacun puisse trouver cet équilibre-là au sein de son golf.